La tête pleine de rêves d'Afrique libre, Adriana Gosnave refusa de retourner à Fleury-Mérogis prendre les vêtements et autres effets de femme qui lui avaient été autorisés de détenir dans sa cellule, durant ces 2 mois d'incarcération abusive. Elle avait fait appeler afin qu'on en fît don à Fatima, sa voisine de cellule, une sans-papier maghrébine en attente d'être jugée pour avoir poignardé à mort son employeur, un quinquagénaire juif de race blanche qui avait voulu la prendre de force, dans son arrière-boutique. La jeune fille risquait gros. La thèse de la famille de sa victime corroborée par de douteux témoins était que, surprise par son patron en train d'ouvrir un coffre avec une clé dérobée, elle se serait retournée pour lui enfoncer un couteau dans le cœur. En vérité, elle l'avait tué pour se défendre. Mais que valait la parole d'une petite arabe sans attache ni défense, seule face à une meute déchaînée, assoiffée de vengeance et de sang musulman, et qui avait immensément les moyens d'assouvir son funeste dessein, la force de la loi aidant. Adriana compatissait, du fond du cœur, au sort de son infortunée ancienne compagne de cellule. Elle pria, un instant, en sortant du tribunal, pour Fatima qui encourait la prison à perpétuité. Elle aurait risqué de passer sous la guillotine, si le projet d'abolition de la peine de mort porté par le président Mitterrand et par Charles Badinter, son très influent garde des Sceaux, ne s'était pas concrétisé avec la loi du 9 octobre 1981. Elle-même aurait pu être envoyée ad patres, si la législation n'avait pas ainsi évolué tandis qu'elle était sous les liens de la détention provisoire, si Coralie n'avait pas échappé à la mort, et si elle n'avait pas été bien entourée, soutenue et défendue. Elle rendit grâce à Dieu. Après que Tania de Vargas se fut offerte pour finalement expédier les procédures de levée d'écrou, Adriana et Mademba s'étaient engouffrées dans un taxi, non sans avoir chaleureusement remercié, avec force accolade, poignées de main et tapes amicales dans le dos, ceux et celles qui étaient venus, très nombreux, leur apporter soutien et réconfort, dans l'épreuve. Le taxi déchira Paris en trombe, passant rapidement sur le pont Saint-Michel pour enfiler le boulevard du même nom, les avenues d'Enfer Rochereau et du Général Leclerc et arriver rue Bonnier, une trentaine de minutes après que le couple l'eut pris. Enlacés à l'arrière du véhicule, les 2 amoureux avaient demandé à leur convoyeur de se rendre, à toute vitesse, à l'adresse qu'il lui avait indiquée. Dans l'appartement qui était dans un désordre fou, parce que Mademba avait d'autres soucis que de s'en occuper durant les 2 longs mois d'absence forcée d'Adriana, les 2 jeunes gens tombèrent encore une fois dans les bras l'un de l'autre. Adriana, qui était restée courageusement stoïque pendant et après le procès, eut sa crise de larmes, celle de délivrance du cœur et de l'esprit, celle de la liberté retrouvée d'être soi, de savourer le bonheur de vivre l'instant et de pouvoir continuer à penser et construire un futur à 2. Et si on appelait papa, tout de suite, Doudou, demanda Adriana à Mademba. Excellente idée. Il doit être dans l'attente de savoir où tu en es, où nous en sommes. Compose vite son numéro. À 7 heures, il doit probablement être à son bureau, comme quand je l'ai appelé la fois dernière, répondit Mademba. Mais avant même qu'Adriana ne soulevât le combiné, le téléphone se mit à sonner. La jeune fille décrocha. Son père était au bout du fil. Ma fille, ces couillons t'ont donc relâché. Jésus, Marie Mère de Dieu, que je suis content, hurlait Martial Gosnave, emporté par la joie de savoir sa fille libre. C'est fait, papounet, je suis revenu à la maison. J'ai été formidablement soutenu par la famille africaine et antillaise et excellemment défendu par ton amie Tania. La prison est sordide, mais je ne regrette pas d'être passé par cette case, pour mon honneur et celui de la famille et pour garder mon doudou. Répondit Adriana. Je te comprends bien, ma fille adorée. Tu as ça dans le sang. Macumba, pardon, Mademba est à côté de toi. Passe-le-moi, que je lui parle. Doudou, viens prendre le téléphone, papa veut te dire un mot. Mais faites vite, il faut qu'on mange avant que le repas ne refroidisse. Ça fait trop longtemps que je n'ai rien mangé de bon. Adriana tendit le combiné à Mademba.
Martial Gosnave l'entraîna dans un long débat dans lequel il déversa sa bile sur la mentalité colonialiste des Békés qui faisaient tout pour jalousement contrarier ses intérêts sur le port de Fort-de-France en profitant de toute occasion pour le diaboliser, notamment par voie de presse, comme cela avait été le cas dans l'affaire qu'il venait de vivre. Il lui dit qu'il n'était pas loin de regretter d'avoir voté socialiste, à la présidentielle de mai comme aux législatives de juin, parce que les changements positifs promis tardaient à se faire jour, que les départements et territoires ultramarins lui semblaient continuer d'être considérés comme la cinquième roue de la carrosse France. Il en rajouta une bonne couche sur les métropolitaines frustrées du sexe par leur mâle qui n'en avaient les attributs que d'appellation, contre ces nymphomanes blanches qui, des plus jeunes aux plus âgés, couraient derrière les éphèbes noirs, telles des bêtes en chaleur. Ce sont elles les vrais sauvages, elles sont même pires, car aussi insatiables que des bonobos, avait-il conclu sur le thème, avant d'interroger, beaucoup plus calmement Mademba, sur ses intentions envers sa fille, la prunelle de mes yeux, avait-il ajouté. Beau papa, j'ai les intentions les plus sérieuses et honnêtes à son endroit. Je veux en faire ma femme, le plus rapidement possible, avait répondu Mademba. Adriana qui était dans la cuisine avait tout entendu. Elle devinait l'essentiel des propos de son père. Mais elle fit semblant de n'avoir pas tout à fait saisi ce que venait de dire Mademba, et l'interpella du fond de la cuisine, avec l'accent créole qu'elle recouvrait spontanément quand elle était joyeuse ou en colère. Et, dis donc Doudou, qu'est-ce vous pouvez bien vous raconter, papa et toi? J'ai faim moi, je vais manger sans toi. Je viens juste de lui dire que je voudrais t'épouser, si tu y consens bien entendu, et s'il daigne m'accorder ta main, répondit Mademba, écartant, quelques secondes, le combiné téléphonique de son oreille. Adriana faillit laisser tomber la marmite contenant le blaf de poisson qu'elle était en train de préparer, un peu à la va-vite. Tu as une façon bien cavalière de demander une jeune fille de bonne famille en mariage. C'est la tradition en Afrique. Je ne répondrai pas pour le reste du continent. Mais au Sénégal, le bon usage veut, quand un garçon nourrit des intentions sérieuses envers une demoiselle de bonne famille, comme tu dis, qu'il s'en ouvre à ses parents, sollicite leur bénédiction et les charge d'aller requérir le consentement de ceux de la fille, directement ou par des proches interposés. Ma chère mère est d'accord pour que je t'épouse. Mais aucun de mes amis d'ici n'est en mesure de faire le déplacement de Paris à Fort-de-France pour demander ta main à ton père. Nous n'avons donc d'autre recours que le téléphone. Il faut vivre avec son temps. J'entends tout ce que tu es en train de lui dire, Mademba, et je te donne raison. Nous avons les mêmes us et coutumes, c'est tout à fait normal, vu nos racines communes. De mon temps, et encore de nos jours, dans beaucoup de coins hors de Fort-de-France, un jeune homme convenable devait, normalement, faire exactement ce que tu as dit, Mademba. Quand une fille lui plaisait et qu'il voulait l'épouser, il envoyait un groupe de parents ou d'amis demander sa main. Si les parents de la demoiselle y consentaient, le jeune homme pouvait alors venir fréquenter sa promise, en la présence de proches. Après les fiançailles, les deux tourtereaux pouvaient se donner la main et s'embrasser, mais toujours sous surveillance. C'était une transition vers le mariage qui pouvait durer tant que le garçon n'avait de logement pour abriter son futur ménage. Une fois les fiancés prêts, le mariage était célébré dans la maison des parents de la fille, à la mairie ou dans tout autre lieu convenable, dans un décor où les feuilles de cocotier tressées et les lampions étaient omniprésents, dans le faste que permettaient les moyens mobilisés. Après la cérémonie, on recevait parents et amis à déjeuner puis à dîner copieusement, boissons alcoolisées et sucrées servies à volonté. Le nouveau marié et son époux se retiraient un peu plus tard. Le lendemain de la nuit nuptiale, si la jeune fille était vierge, son homme devait féliciter sa mère pour avoir vertueusement élevé son enfant. Le surlendemain et les jours suivants, le couple faisait le tour du voisinage pour bien faire savoir à tous que le garçon et la fille n'étaient plus des cœurs à prendre. Les traditions évoluent assurément, avec la modernité. Mais leur quintessence demeure. Ce sont les valeurs qu'ils servent à perpétuer, l'amour vertueux, la fidélité et la communion familiale et amicale dans le bonheur comme dans le malheur, ici en Martinique,
et très certainement en Afrique d'où nos ancêtres proviennent. Parfaitement, beau papa. Nous ferons tout notre possible pour rester en phase avec ces valeurs fondamentales, somme toute essentielles, répondit Mademba, après le long soliloque de Martial Gosnave. Vous avez alors ma bénédiction paternelle, mon accord sans réserve pour le mariage que vous projetez, quand vous voudrez, où vous voudrez et comme vous voudrez le célébrer. Ce qui m'importe le plus, c'est le bonheur de ma fille. Tout ce que je te demande, c'est de bien la traiter et de toujours la protéger contre l'adversité extérieure et les vicissitudes de la vie. Et j'ai confiance, ajouta Martial. Didi, ton père est d'accord pour notre mariage, cria Mademba à sa compagne qui en était à réchauffer le repas, après avoir promis à son futur beau-père de ne point trahir la confiance qu'il a placée en lui. C'est la deuxième bonne nouvelle de la journée. On me sort de prison à midi et, 2 heures plus tard, mon homme s'engage à me prendre comme épouse, pour le meilleur et pour le pire, avec l'onction de mon papa Chou. Que demande le peuple, s'exclama Adriana qui avait repris goût à l'humour. Rien que du bon blaf de poisson, de l'amour et de l'eau fraîche. J'ai soif pour avoir beaucoup parlé, j'ai faim parce que, moi non plus, je n'ai rien mangé depuis hier soir et je t'aime. Répondit Mademba qui, une seconde plus tôt, avait respectueusement dit au revoir à Martial Gosnave et raccroché le téléphone. Adriana et Mademba déjeunèrent tranquillement, sans que personne ne les dérangeât, pas même par téléphone. Leurs amis avaient compris qu'ils avaient besoin d'être seuls, sans plus. Ils n'avaient nulle envie de sortir de l'appartement. Du reste de la journée jusqu'au coucher, ils n'allumèrent ni la télévision, ni la radio. Peu leur importait tout ce que la presse, objective ou partisane, pouvait dire sur le déchirant drame auquel leur amour venait de survivre. Toute la nuit, ils ne firent que parler, à table puis au lit. Plutôt que de tirer des plans sur la comète, ils se voyaient sobrement mariés, sachant que le plus important n'était pas dans le faste de l'événement, mais dans la construction sereine de leur vie matrimoniale, par le fruit de leur travail, pour leur bien-être et celui des beaux enfants qu'ils feraient venir au monde. Ces projets les rappelèrent à la réalité du moment. Mademba serait sans emploi, sous peu, au terme de son préavis. Adriana savait qu'en tant que mannequin, elle n'avait plus beaucoup de chances de se frayer un chemin dans la mode. Ce milieu glamour acceptait difficilement les débutantes mêlées à des affaires qui avaient mauvaise presse, surtout quand elles étaient de peau foncée. Ils n'avaient ni travail, ni maison à eux. Et si nous nous marions tout simplement ici à Paris, pour, dès après, faire nos valises et aller tenter l'aventure d'une nouvelle vie au Sénégal? Demanda à brûle-pourpoint Mademba à Adriana. J'avoue sincèrement que je ne voulais pas y retourner de sitôt, après être resté sans la moindre réponse de l'université à ma requête, et au vu de la grave crise économique et incidemment sociale dans laquelle mon pays reste embourbé. Mais je suis quand même sûr qu'avec ma formation et mon expérience à La Gazette, je vais trouver une bonne place dans la presse locale, à défaut d'être recruté par l'université. Toi également, avec ta maîtrise en gestion et ta nationalité française, tu pourras te faire embaucher dans une de ces grandes entreprises encore nombreuses à être entre les mains du patronat français. Et si ça ne marche pas, on pourra toujours revenir à la case départ, ou partir, en Martinique. Adriana l'écoutait, l'air songeur. L'Afrique. Il ne lui était jamais venu à l'idée qu'elle pourrait un jour mettre les pieds sur le continent noir. Elle avait vécu son enfance et son adolescence au milieu de fils et de filles de bourgeois martiniquais conditionnés pour haïr les Africains coupables d'être les héritiers de ceux qui avaient capturé et vendu leurs ancêtres aux négriers européens. On leur avait fait croire qu'ils étaient supérieurs à ces sauvages parce qu'ils étaient français, qu'ils avaient assimilé la culture blanche, qu'ils vivaient à l'occidental, qu'ils étaient donc, à leur grande différence, civilisés jusqu'au bout des ongles. Dans ce monde complexé, la couleur du derme comptait beaucoup. Plus on avait la peau claire, plus on avait la chance de monter en grade sur l'escalier social, de réussir sa vie. Les écrits d'Aimé Césaire n'avaient pas eu grand impact sur des mentalités façonnées pour renier histoire et culture originelle et se nier face à l'autre, aux métropolitains et à la métropolitaine bon teint dont on cherchait à être la copie,
une copie pâle et souvent ridicule. Adriana n'était revenue de ses fausses certitudes qu'en France, au contact réel des Africains qu'elle côtoyait dans la sphère universitaire. Avec eux, elle s'était plus profondément intéressée à l'Afrique. Elle avait appris à mieux la connaître et à l'aimer comme sa véritable mère patrie, une mère violentée, déchirée, saignée jusqu'au plus profond de sa chair, mais une mère restée debout et fière, toujours mue par le grand dessein de rassembler les poussins à l'abri des Milans et de prendre toute sa place dans le concert des nations. La jeune Martiniquaise répondit à Mademba que, par amour, elle le suivrait partout, jusqu'au bout du monde, si telle était sa volonté. Un retour aux origines par le Sénégal, la porte océane d'où étaient partis ses lointains ancêtres n'était pas pour lui déplaire. Son compagnon lui apprit que des Noirs de la diaspora avaient déjà accompli ce retour aux sources et pris racine au Sénégal. Il cita le cas d'un couple d'Haïtiens, Lucien et Jacqueline Lemoine. Ils étaient venus à Dakar pour le Festival mondial des arts nègres, à l'invitation du président Senghor. Ils ne repartirent jamais définitivement dans leur lointaine île. Adriana souhaita qu'il en fût ainsi pour elle, avant de s'endormir, la tête pleine de rêves d'Afrique.